C'est la période, il va falloir s'y résoudre, c'est le moment de remplir sa déclaration d'impôt. Alors je sais, c'est difficile, même si on se dit que les impôts permettent de financer les plus belles choses collectives, on a toujours du mal à se mettre dans le bain et à décrypter cette feuille. Ben, ça tombe bien, les experts comptables se mettent à votre service et consacrent 2 émissions cette année qui vont vous permettre de décrypter ces feuilles qui semblent très compliquées avec des petites cases et des petites lettres à côté auxquelles en règle générale on ne comprend rien. Il faut faire vite parce que le calendrier s'accélère. Et pour travailler sur tout ça, on a la chance d'avoir Lionel Canesi, qui est le président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables et qui nous fait le plaisir de décrypter tout ça avec nous. Merci d'être avec nous, Lionel. Bonjour à toutes et bonjour à Et tous. puis parler d'impôts quand on est au Conseil national de l'Ordre, c'est évidemment faire référence et demander à Patrick Viau s'il a un petit moment à nous consacrer, parce que lui, il sait tout, monsieur le directeur des études techniques du Conseil national, il sait tout sur votre déclaration d'impôt. Je disais, il faut Presque faire tout, bonjour. presque tout. Je disais, il faut faire vite. Quel est le calendrier là? 19 mai 2022 à minuit pour les déclarations papier. On a un petit peu plus de temps hein, quand on fait sa déclaration en ligne. On est de plus en plus nombreux à le faire. Pour les départements de 0 à 19, on a jusqu'au 24 mai. Ensuite, pour les départements 20 à 54 jusqu'au 31 mai. Et pour tous les autres départements jusqu'au 8 juin 2022. Ça va s'afficher sur notre écran tout ça, et donc vous ne pourrez pas l'oublier. Et puis, Gabi, n'oublions pas, pour les déclarations réalisées par les experts comptables en EDI, c'est le dernier délai, donc le 8 juin. C'est précisé. Donc, je disais 2 émissions, une consacrée à la déclaration fiscale dans le volet qui s'intéresse à la situation familiale du contribuable, les questions liées à la réduction d'impôts, c'est ça qui va nous intéresser aussi aujourd'hui, et puis la déclaration du salarié, la plus fréquente dans notre pays. Alors, d'abord, quelques questions générales. Lionel Canesi, est-ce que tout le monde doit remplir une déclaration, même si je ne paye pas d'impôts? Alors, normalement, toutes les personnes domiciliées en France doivent faire une déclaration. Sont dispensés ceux qui ne payent pas d'impôts. Par contre, le conseil, faites une déclaration. Vous aurez un avis de non-imposition qui peut vous servir dans pas mal de démarches administratives. Patrick Viau, désormais, la déclaration de revenus est pré-remplie, c'est bien ça? Et est-ce qu'elle est validée automatiquement? Est-ce que Alors pour certains contribuables, oui, pas pour tout le monde. Hein. Là, on parle aux contribuables dont les revenus sont connus de l'administration, donc déclarés par des tiers, par l'employeur pour le salarié, par la caisse de retraite pour le retraité, par la banque si on a des revenus mobiliers. Dans ce cas-là, la déclaration est pré-remplie. Elle est automatique, c'est-à-dire qu'on a juste à vérifier si les montants déclarés pré-remplis sont les bons, et vérifier, c'est validé. On n'a pas besoin de signer ni sur papier, ni électroniquement sa déclaration de revenus. Petite vigilance, comporte dans cette déclaration que les mentions connues de l'administration. Donc si on a un certain nombre d'éléments à communiquer en plus, il faut compléter la déclaration pré-remplie. J'ai fait un don, si je peux prétendre à une réduction d'impôt, je dois compléter ma déclaration pré-remplie. On aura certainement la question. Alors, on s'appuie dans cette émission sur des questions qui sont parvenues à l'ordre et qui nous viennent d'un peu partout. Par exemple, celle que nous pose Martine et qui nous dit je n'ai pas reçu de déclaration papier cette année. Est-ce que c'est vraiment normal? Si Martine a fait une déclaration numérique l'an dernier, donc soit en EFI, soit en EDI via son expert comptable, c'est normal, l'administration fiscale n'envoie plus de déclaration papier. On a le calendrier, on a vu que tout le monde avait intérêt à remplir sa déclaration. On a vu que désormais, oui, elle était validée automatiquement, mais si on avait des éléments nouveaux, il fallait à tout prix les déclarer. Et on a vu que effectivement, le monde se numérise et donc on a tendance à un peu moins recevoir la déclaration sous forme papier. On va pouvoir démarrer la première partie. Les questions qui ont été jusqu'à nous et qui sont liées à la situation familiale du contribuable. Alors, une question qui est revenue très très souvent, et c'est plutôt une bonne situation. En cas de mariage en 2001, comment faire la déclaration de revenus? Alors si on s'est marié en 2021, 2021, oui, pardon. 2021, puisque c'est la déclaration des revenus de 2021 qu'on fait en 2022, eh bien on fait une déclaration commune, on considère, les règles fiscales prévoient qu'on est marié pour toute l'année. Hein, c'est un heureux événement, donc on l'utilise sur toute l'année. On va déclarer du 1er janvier au 31 décembre les revenus des deux conjoints sur la même déclaration. On a une possibilité, l'administration fiscale laisse une option possible aux contribuables qui ont l'habitude de faire des déclarations séparées, de continuer encore à le faire pour la dernière fois l'année du mariage. Donc fiscalement, on est marié soit au 1er janvier, soit au 31 décembre.
Et donc là, comment je fais? Il y a des choses à ne pas Oui, tout oublier. à fait. Il faut bien évidemment remplir la rubrique mariage, changement de situation familiale, et puis indiquer le numéro fiscal du conjoint avec lequel on s'est marié. Hein. Est-ce qu'il est clairement indiqué: «J'opte pour la déclaration Oui, séparée il y a des une revenus»? case spécifique, option pour la déclaration séparée, l'année du mariage. François, qui habite à Fréjus, nous dit: «J'ai divorcé». Ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Mmh, mais ça pourrait être peut-être bon, on parlera du Pacs aussi, hein. J'ai divorcé en 2021. Est-ce que je dois faire une déclaration séparée? Alors oui, effectivement, la situation est souvent moins agréable. Divorce, Ah, quelquefois, le divorce est un vrai bonheur. ça peut Une ça peut libération, vous tout à voyez ce que je fait. veux dire? En principe, c'est une période un petit peu plus compliquée, divorce, rupture, du PACS, séparation. Le la fiscalité tire la conséquence de cette, situation compliquée. Là, on n'a pas d'option, on n'a pas de choix. C'est une imposition séparée pour toute l'année. On a divorcé fiscalement au 1er janvier de l'année d'imposition. Ça veut dire que chacun va reprendre son numéro fiscal et refaire chacun sa déclaration de revenus, va indiquer ses revenus d'activité et puis s'il y a des revenus communs, on va les partager entre les 2 ex-conjoints, donc par moitié, sauf si on peut justifier qu'ils étaient pas complètement communs. Peut-être qu'il y avait un bien qui était à monsieur ou à madame et on va rattacher donc à monsieur ou à madame les revenus ou les charges de ce bien. Mais si on n'a pas de justificatif particulier, on va partager les revenus communs. Et là, je coche la case D, c'est D. ça? D comme divorce. Bien. Alors, vous allez dire que je suis tordu, mais pas vraiment. Noël, qui habite du côté de Bron, me dit je me suis marié en 2021, mais va savoir comment il a réussi ce tour de force. Il a aussi divorcé en 2021. Qu'est-ce qui se passe? Alors dans ce cas-là, quand il y a 2 événements qui affectent la situation familiale au cours de la même année, on va s'attacher uniquement à la dernière des situations, donc on va considérer qu'il est divorcé pour l'année 2021. Très nombreuses questions sur le thème qui suit. Lionel, peut-être que vous allez pouvoir nous répondre. À la suite de mon divorce, j'ai dû verser une prestation compensatoire à mon ex-conjoint. Est-ce que je peux déduire cette prestation compensatoire de mes revenus? Donc déjà, il y a 2 cas. Soit, je verse une prestation compensatoire sous forme de rente et dans ce cas-là, c'est déductible puisque c'est comme une pension. Par contre, c'est imposable chez mon ex-conjoint. Soit je reçois, ma prestation compensatoire, enfin, je verse ma prestation compensatoire sous forme de capital et là, il y a 2 cas. Soit je la verse sur une période inférieure à 12 mois et dans ce cas-là, la seule chose que j'ai, c'est la possibilité de déduire de mon revenu imposable jusqu'à 30 500 € et j'aurai une réduction de 25 de cette somme, soit 7 625 au maximum. Ce qui est pas grand-chose dans le cas de divorce et une prestation compensatoire. Par contre, si ça dépasse 12 mois, c'est le même mécanisme, c'est-à-dire que je vais la verser, ça sera imposable pour mon ex-conjoint et ça sera déductible pour moi. Alors, on a eu une flopée évidemment de questions tout à fait légitimes de contribuables qui veulent savoir comment ça se passe lorsque j'ai plusieurs enfants à charge, dont certains qui sont étudiants. Est-ce que je peux rattacher ces enfants étudiants à ma propre déclaration de revenus? Comment ça se passe, Lionel? Donc, en fait, si j'ai un enfant qui est, enfin, j'ai un enfant qui est étudiant. Donc déjà, il faut qu'il soit étudiant pour que je puisse le rattacher quand il est majeur. Ça, c'est la première des conditions. Il faut qu'il ait moins de 25 ans. Ça aussi, c'est important. Et donc, je peux faire le choix, soit de le rattacher, soit qu'il fasse sa déclaration tout seul. S'il fait sa déclaration tout seul, je vais pouvoir lui verser une pension, 3000 quelque chose, je ne sais pas si tu as le chiffre à 3 tout, voilà, 592. sans justificatif. Et par contre, 6000, 6042. voilà, avec justificatif maximum. Et donc là, mon enfant va déclarer ses revenus, moi je vais les déduire. Voilà. Par contre, si je rattache, souvent il faut regarder, il y a plusieurs cas à regarder. Si je rattache, donc j'ai la demi-part supplémentaire. Par contre, si je suis seul, je suis divorcé par exemple, on parlait tout à l'heure du cas du divorce, je suis divorcé, je vis seul, je vis seul, c'est-à-dire je ne vis pas avec quelqu'un qui fait sa déclaration, hein. Je peux cocher la case T qui va me donner une demi-part supplémentaire. Souvent on l'oublie, il ne faut pas l'oublier Et celle-là. cette demi-part, elle permet de payer un tout petit peu moins d'impôts. Juste une précision Oui, concernant les un enfants petit qui sont au compliment. collège. Tout à fait, et notamment, on n'a pas parlé des enfants mineurs. Les enfants mineurs, ils sont, de par principe, rattachés au foyer fiscal des parents. Il y a un cas particulier, s'ils ont des revenus qui leur permettent de vivre seuls, on peut demander, mais c'est très rare, le détachement des enfants mineurs. Donc, par principe, les enfants mineurs sont rattachés au foyer fiscal des parents. Ça permet d'avoir un quotient familial plus important, une demi-part ou une part supplémentaire, hein, le fait de rattacher cet enfant. Et par contre, pour les enfants majeurs et notamment étudiants, c'est là où il y a un choix qui peut se faire, hein. Donc, enfant majeur, je peux être rattaché au foyer des parents sans condition jusqu'à 21 ans ou jusqu'à 25 ans si je suis étudiant. Et là, effectivement, on a ce calcul à faire. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une demi-part ou une part supplémentaire
ou déduire une pension Et alimentaire. là, il faut prendre la Il calculette. faut prendre la calculette, aller sur le site de l'administration fiscale, il y a un simulateur, aller voir son expert comptable qui va vous aider à remplir et à faire les calculs. Et effectivement, chaque cas est différent. Et il ne Et faut on pas peut... oublier quelque chose, Patrick. Oui. On oublie souvent d'aller mettre, parce que quand on a des enfants mineurs, ils sont soit au primaire, soit au collège, soit au lycée. Et on a une énorme déduction fiscale, hein, si on coche. Donc, c'est 61 euros par enfant au collège, 153 euros par enfant au lycée, et 183 euros par enfant dans l'enseignement supérieur. Bien, on enchaîne toujours en lien avec les enfants. Ma fille de 20 ans est étudiante. Est-ce que je dois la rattacher à ma déclaration ou pas? On est dans la même situation. C'est ce qu'on vient de dire. En Mmh. fait, comme elle est majeure étudiante, moins de 25 ans, on a le choix. Mmh. Un rattachement au foyer des parents, donc caution familiale majorée, ou déduction d'une pension alimentaire. Toujours avoir en tête que si je déduis une pension alimentaire pour l'entretien de mes enfants, jusqu'à 6 042 euros, et je dois avoir des justificatifs, ça veut dire que la personne qui a perçu cette pension alimentaire doit la déclarer et être imposée sur cette pension alimentaire. Les revenus des étudiants sont-ils imposables? Je suis étudiant, j'ai un job d'étudiant. Est-ce que je dois le déclarer? Est-ce que je suis imposable? Alors, il y a des plafonds. C'est-à-dire que si je n'atteins pas le plafond, je ne dois pas déclarer. On ne doit déclarer que si on dépasse le plafond. Faire attention parce que le plafond est à 4 690 euros pour les jobs étudiants. Donc, mon fils, par exemple, travaille le week-end pour améliorer un peu sa situation. Jusqu'à 4 690 euros, c'est pas imposable. Si je déclare 4 000 euros, ben, je vais être imposable sur les 4 000 euros. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut déclarer que si on dépasse ce montant. Pareil pour les jobs étudiants et pour l'apprentissage, on est sur 18 760 euros d'abattement, mais on ne déclare vraiment que si on dépasse. Il faut vraiment faire attention à ça parce qu'on peut le mettre machinalement et dans ce cas-là, on va être imposé. Oui, ou ça Donc, peut figurer dans la déclaration pré-remplie C'est dont ça. on parlait tout à l'heure, hein, puisque les salaires sont déclarés par l'employeur sans savoir s'ils bénéficient ou pas d'une exonération. Donc, dans ce alors cas-là, que il si faut... c'est l'enfant qui déclare, Tout à c'est ça, fait. là, il est exonéré. Tout à fait, Ou en tout cas, il faut le faire que ce soit savoir. l'enfant ou le parent, il y a l'exonération donc des Mm. jobs étudiants, des rémunérations des apprentis jusqu'à un certain plafond. Et là, donc, il faut corriger la déclaration pré-remplie. Et le parent continue de bénéficier de la demi-part supplémentaire? S'il est rattaché, tout à fait. Je D'accord. vais le rattacher, j'aurai l'exonération des jobs étudiants et la demi-part supplémentaire. Donc là, on a une idée de simplification, c'est que l'administration fiscale calcule automatiquement l'abattement. Ça, c'est du travail encore. Bien, il y a bien d'autres questions sur la situation familiale. On va enchaîner avec tous les dispositifs qui peuvent vous permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt ou d'un crédit d'impôt. On a été submergé de questions. On va essayer d'en prendre quelques-unes. On ne peut pas tout traiter, évidemment. Mais c'est Maryse qui habite dans les Yvelines et qui nous dit je supporte des frais de garde pour mes enfants. À quel avantage fiscal est-ce que j'ai droit? Bigre. Alors, potentiellement deux dispositifs qui peuvent la concerner. Il y a un premier dispositif qui concerne la garde d'enfants, de jeunes enfants de moins de 6 ans, à l'extérieur du domicile. Donc, dans ce cas-là, on peut prétendre à un crédit d'impôt, donc une diminution de la cotisation d'impôt de Maryse pour ses frais de garde, et elle va donc déclarer les montants qu'elle a payés. Elle aura un crédit d'impôt de 50% à hauteur de 2 300 euros de frais de garde supportés à l'extérieur du domicile. Et il y a le deuxième dispositif qui concerne là beaucoup plus de monde, c'est tous les emplois à domicile. Donc C'est les ça. personnes qu'on emploie à la maison, cette fois-ci, on n'est plus à l'extérieur du domicile, mais à l'intérieur, pour la garde des enfants, ou voire même pour des Donc cours là, de c'est soutien scolaire. 50% de réduction, Tout à mais fait. plafond. Beaucoup plus important, puisque le plafond, il est de 12 000 euros pour le foyer fiscal. Il peut être majoré pour chaque demi-part supplémentaire, hein. Les enfants à charge, ça va nous majorer ce plafond de 12 000. On va pouvoir aller jusqu'à 15 000 euros. Même chose, plafond majoré à 15 000 euros pour la première fois où on a recours à un salarié à domicile. Et si au sein du foyer fiscal, il y a une des personnes qui est titulaire d'une carte d'invalidité, on peut même monter jusqu'à 20 000 euros. Alors Loïc est installé dans les Côtes d'Armor à Perros-Guirec et il nous interpelle sur une question à laquelle on a déjà répondu, mais peu importe. La pédagogie, c'est l'art de la répétition. Mon fils est étudiant. Est-ce que j'ai droit à une réduction d'impôt? Allez, on la répète. Donc, collège, 51 euros. 61. 61, pardon. Le lycée, 153. Et puis l'enseignement supérieur, 183 euros. Faut pas oublier de cocher. Puis si on en a deux, on met deux dans la case. Et on applique cette réduction d'impôt lorsque l'enfant est rattaché au foyer fiscal des parents.
Mes enfants ont suivi des cours de soutien scolaire à distance en raison du confinement. Est-ce que j'ai droit à un avantage Alors, fiscal? Là, on est vraiment dans une conjoncture, hein. tout à fait. Là, c'est vraiment une question conjoncturelle. En principe, on en parlait tout à l'heure, le crédit d'impôt emploi d'un salarié, c'est à domicile. Donc, les cours de soutien scolaire à domicile, ça marche. Exceptionnellement, pour prendre en compte la crise sanitaire et les périodes de confinement, pour 2021, on accepte de prendre en compte également les cours de soutien suivis à distance. Franck, qui est en Lozère, a beaucoup de chance puisque visiblement il a un jardin et il nous dit en 2021, j'ai payé des travaux de jardinage, mais aussi d'installation informatique. Est-ce que j'ai droit à une réduction d'impôt? Oui, on est toujours dans le cas de la réduction d'impôt pour emploi à domicile. Par contre, il faut faire attention, le jardinage, c'est plafonné à 5 000 et l'informatique à 3 000. Une question qui vient résumer pas mal de questionnements également de nos amis qui nous ont consultés. J'ai fait des dons, notamment pour les Restos du Cœur. Combien est-ce que je peux déduire? Alors, c'est toujours le même principe, c'est pas une déduction du revenu imposable, on est dans le cadre d'une réduction d'impôt. Deux types de réduction Oui, d'impôt. que les choses soient bien claires, hein. Là, je n'enlève pas la somme que je Tout déclare à fait, comme c'est pas une passive, pension alimentaire, on c'est la somme déduit que je vais pas. payer. Voilà, c'est ça. On Alors là, regarde la somme qu'on a payée, on va diminuer l'impôt d'une partie de cette somme qu'on a payée. alors j'ai donné au Resto du Cœur. J'ai donné au Resto du Cœur, donc il faut distinguer les dons. Deux grandes catégories de dons. Il y a les dons au profit d'organismes qui viennent aider les personnes en difficulté, qui délivrent des repas pas gratuits, on pense au Resto du Cœur, des soins médicaux, qui aident à l'hébergement des personnes en Croix-Rouge, difficulté, c'est pour Croix-Rouge, tout également, à fait, etc. exactement. Là, on a un dispositif qui nous ouvre droit à un avantage fiscal, 75% du don dans la limite de 1 000 euros. Donc 750 euros de réduction d'impôt maximum. Après, il y a les autres associations et on va viser les associations qui ont l'intérêt général ou qui sont reconnues d'utilité publique. Et là, l'avantage fiscal, il est un petit peu moindre, c'est 66% de la somme donnée qui va donner droit à une réduction de l'impôt. Plafonné, là aussi, mais là, le plafond, il varie en fonction de la situation du foyer fiscal. C'est 20% des revenus imposables. Donc, plus j'ai de revenus imposables, plus je peux avoir droit à une réduction d'impôt importante. Je dois joindre à ma déclaration des éléments justifiant mes dons? Non, rien du tout, puisqu'on fait de plus en plus de déclarations numériques. Par contre, il faut les garder et à la demande de l'administration, il faudra les produire. Allez, on passe à la dernière, au dernier chapitre de cette première émission. Encore une fois, on se retrouvera pour évoquer d'autres volets, d'autres situations particulières lors de cet exercice si périlleux de la déclaration des revenus. On va parler des situations liées à l'activité salariée. C'est une question qui est assez large, c'est moi qui la pose. Est-ce que, il y a cette année des nouveautés, des choses, qu'il faut savoir parce qu'elles viennent s'imposer à nous alors qu'elles n'existaient pas l'an dernier? Alors oui, il y a des nouveautés pour tenir compte, une fois de plus, de la conjoncture économique actuelle. La première mesure qui avait été annoncée il y a quelques semaines, c'était la revalorisation du barème kilométrique. Les salariés ont droit de déduire de leurs revenus imposables les frais professionnels qu'ils ont supportés. En principe, c'est un abattement forfaitaire 10%. Mais si on a des frais importants, on peut choisir de déduire les frais réels qu'on va justifier. Et si on utilise sa voiture, on peut utiliser le barème kilométrique. On a également une autre mesure pour tenir compte également de l'inflation de fin d'année. Vous savez, la prime inflation qui a été versée, les 100 euros versés par les employeurs, par les caisses de retraite et pris en charge par l'État. Eh Est-ce bien, qu'elle est soumise à non, l'impôt? elle est totalement exonérée d'impôt sur le revenu. Une question qui est revenue, qui est en lien un peu, je pensais que vous aviez parlé de cette prime-là, mais ce n'est pas tout à fait ça, c'est la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, la PEPA, c'est ça? Oui, tout à fait. Quel est le sort que C'est pas la même. Oui, c'est pas la même C'est pas donc. la même, tout à fait. Là, c'est l'employeur qui décide de verser ou pas à ses salariés, Mmh. enfin à certains de ses salariés, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, hein. Il y a des conditions à respecter. Il ne faut pas que le salarié perçoive une rémunération qui excède 3 fois le SMIC. Il faut qu'elle ait été versée à compter du 1er juin 2021 jusqu'à fin mars 2022. Cette prime, si on a bien respecté toutes les règles, eh bien, elle est également exonérée d'impôt sur le revenu. Sans plafond? Alors, c'est la prime qui est plafonnée en elle-même, hein. C'est 1 000 euros d'exonération d'impôt sur le revenu pour toutes les entreprises, donc pour tous les salariés qui respectent les conditions. Et il y a un autre plafond, 2 000 euros pour certaines entreprises, notamment les plus petites, de moins de 50 salariés ou celles qui ont mis en place un accord d'intéressement. Les heures supplémentaires qui ont été effectuées en 2021, est-ce qu'elles aussi sont exonérées d'impôts comme c'était le cas, sauf erreur de ma part, l'an dernier? Donc c'est exonéré jusqu'à 5 000 euros. Il faut les déclarer sur sa déclaration d'impôt. En général, elles arrivent directement de l'employeur sur la case 1GH, donc à vérifier. Et puis les heures supplémentaires non exonérées, bien évidemment, il faut les déclarer, elles seront imposables.
Alors, c'est une question, mais je la donne parce que, mais vous venez d'y répondre, hein. J'ai perçu une prime PEPA, est-ce que je dois la déclarer? Donc là, Alors, elle est exonérée et on n'a pas à la déclarer. Il ne faut surtout pas la déclarer, sinon on va payer de l'impôt dessus. est-ce que les sommes perçues au titre de, alors là, c'est intéressant, de la participation et de l'intéressement sont imposables? Alors là, il y a deux cas. Soit je perçois mon intéressement ou ma participation, et dans ce cas-là, c'est imposable. Soit C'est-à-dire que je perçois, je la prends, je je mets la sur mon prends, compte et Immédiatement. je je la la prends dépense. immédiatement, enfin, je la dépense ou pas, mais je la mets sur mon compte immédiatement. Là, dans ce cas-là, elle est imposable. Par contre, si j'ai un plan d'épargne, alors il y en a plein avec plein de noms compliqués, donc le principe, c'est si je place cet argent sur des plans d'épargne où c'est bloqué en général 5 ans, dans ce cas-là, je suis pas imposable. Mmh. Ah, Ouais. donc, vous pouvez un peu préciser, C'est Patrick? c'est effectivement ça, que ce soit intéressement ou participation, dès lors que c'est mis dans un plan d'épargne salariale ou dans un plan d'épargne retraite Voilà, les percos, collectif, les les PERCO et FR, autres. Effectivement, c'est pas imposable et ça concerne aussi bien l'intéressement que la participation, que l'abondement de l'employeur et ça peut également concerner le compte épargne-temps. On a mis des jours de congés qu'on n'a pas pris sur un compte épargne-temps. On peut les monétiser à hauteur de 10 jours et effectivement les placer dans ces plans retraite entreprise et il n'y a pas d'imposition dans ce cas-là. Juste une petite précision en ce qui concerne la prime d'intéressement, il y a donc une exonération si on la place. L'exonération est toutefois limitée pour 2021 à 30 852 €. C'est pas mal. J'ai touché, alors ça, c'est aussi évidemment un cas qui revient de façon récurrente, hein, tous les ans. J'ai touché une indemnité de licenciement. Est-ce que cette indemnité est imposable ou pas? Alors, il y a plusieurs situations. Est-ce Mmh. que l'indemnité provient d'un plan de sauvegarde de l'emploi? Si c'est le cas, c'est toujours exonéré. Si on n'est pas dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il y a une exonération, mais elle est limitée. Donc, on risque d'avoir une fraction de l'indemnité qui est imposable. Elle est limitée, il y a trois plafonds. On choisit celui qui est le plus favorable, le plus élevé. Soit c'est le montant de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche ou l'accord interprofessionnel ou la loi. Deuxième montant possible, c'est la moitié de l'indemnité de licenciement, donc on a au moins la moitié de l'indemnité qui est exonérée. Troisième plafond possible, c'est 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute. Je vais prendre ces trois plafonds, je vais regarder celui qui est le plus élevé, et si mon indemnité est inférieure au plus élevé de ces trois plafonds, je vais être exonéré. Attention, pour les deux derniers plafonds, il y a un plafond au plafond, c'est 246 816 €. C'est-à-dire que dans tous les cas, en appliquant ces dispositifs-là, il ne faut pas que mon indemnité excède 246 816 € si je veux être totalement Dites-moi, si on met exonéré. un plafond au plafond, on se cogne la tête, là, hein, Ça peut faut arriver, arrêter oui, parce ça que peut arriver. bon, bah, vous êtes une machine, Patrick, une machine. Hem, qu'est-ce qu'il en est si j'ai perçu une indemnité de rupture Eh conventionnelle? ben, on reprend la réponse de Patrick, ça c'est exactement la même chose. Bon, bah, vous avez le rôle plus facile alors Voilà, dans ces cas-là. Donc c'est exactement le même statut que l'indemnité de licenciement. Les exactement. remboursements de frais réels de mon employeur sont-ils à déclarer? Alors en principe, oui, faut bien avoir en tête, hein, la règle de base, notamment quand je suis salarié, j'ai droit, par principe, à l'abattement des 10 pour frais professionnels. Si je suis dans l'abattement des 10 j'ai rien à faire. Je ne déclare pas les remboursements de l'employeur, je ne déclare aucun frais que j'ai supporté. L'administration déduira automatiquement les 10. C'est si je veux être aux frais réels, parce que je considère que les 10 ça ne couvre pas tous mes frais, à ce moment-là, je vais déclarer évidemment toutes les charges que j'ai supportées, mais également tous les remboursements de l'entreprise que j'ai perçus. Ça sera la dernière question de cette première émission consacrée au décryptage de votre feuille de déclaration d'impôt. Et c'est une question qui, pour le coup, évidemment, est plus que jamais liée à la situation qu'on a vécue et à la pandémie. C'est le télétravail. Mon employeur m'a versé des indemnités pour que je télétravaille à la maison. Euh, Qu'est-ce qu'il advient de ces indemnités? Est-ce que je dois les déclarer déjà? Alors, si je touche une indemnité jusqu'à 580 €, c'est exonéré. Mhm. Après, ce qu'il faut regarder, c'est si je veux déduire les frais de télétravail. On a le droit à 2,50 € par jour, dans la limite de 580 € aussi. Par contre, si je veux déduire mes frais réels, il faut que j'impose l'indemnité que j'ai touchée. Si j'ai pas touché d'indemnité et que je veux quand même déduire les frais de télétravail, il faut que je sois dans les frais réels. C'est-à-dire que je ne peux pas faire 10% d'abattement plus les frais de télétravail. Ce qui minimise quelque part l'intérêt des frais de télétravail, puisque comme on télétravaille, on se déplace moins, on a moins de frais réels, et donc on est souvent en dessous des 10%. Voilà. Mais il faut bien regarder, frais réels, les 10%, et puis est-ce que j'ai une indemnité ou pas? C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Patrick, vous, rien à ajouter? Rien de plus. Bien, c'est la fin de cette première émission consacrée encore une fois à un premier volet, une première série de questions qu'on a reçues ici au Conseil national de l'Ordre des experts comptables.
On va marquer une respiration et puis on va vous préparer une deuxième émission qui nous permettra d'évoquer toutes les questions liées au patrimoine, toutes les questions liées aux revenus du chef d'entreprise et pourquoi pas aussi à l'IFI. À très vite. Que la journée vous soit douce.